Mes chers confrères, mes chères consoeurs, je vous remercie de l'invitation, tout comme je remercie particulièrement mes amis de l'association de Schleuf qui sont persévérants et qui chaque année nous organisent donc ces journées où tout le monde se retrouve et avec un grand plaisir. Et je remercie aussi les laboratoires Sanofi qui continuent donc à produire des molécules innovantes. Et je vais vous parler aujourd'hui de la glargine U300 parce que bien évidemment nous connaissons la glargine tout court, mais en fait c'est la glargine U100. Et là, il y a donc un héritage au service de l'innovation puisque c'est la glargine qui est revue, disons, et qui est donc la digne représentante de la glargine 100 qui est donc bien entendu la référence en matière de insuline basale analogue. Alors tout d'abord, on va commencer par l'essentiel. Et l'essentiel dans notre cas, c'est bien évidemment le patient. Alors que ce soit l'ADA ou l'EASD, ils se sont tous mis d'accord pour mettre le patient au centre de la décision. Et donc le patient est là. Je peux pointer. Ah, c'est bien. Le patient est là et c'est lui donc qui est le principal objectif de nos soucis. Et puis après, ils nous ont dit on va faire une vision holistique de la prise en charge du diabète de type 2, avec bien sûr toutes les complications inhérentes au diabète, et puis aussi la participation du patient lui-même à sa prise en charge. Donc il est partie prenante dans la prise en charge de sa maladie. Alors, on avait des insulines, bien évidemment, pour les diabétiques, et leur problème, c'est qu'en voulant améliorer ou du moins intensifier le traitement par l'insuline, eh bien forcément, comme l'a dit notre ami tout à l'heure en parlant de l'insuline biosimilaire, on avait affaire à des complications. L'essentiel, c'était les hypoglycémies. Sauf que les hypoglycémies, elles sont peut-être ressenties souvent par le malade, mais elles ne sont pas souvent données aux médecins. Et on a constaté aussi qu'elles étaient sont beaucoup plus élevées dans la vraie vie qu'elles n'étaient représentées. Par exemple, on voit ici dans les essais cliniques, dans le diabète de type 1, on les voit à 35%, bien sûr, parce que c'est quand même un schéma à multiples injections, donc forcément, il a plus de risques de faire des hypoglycémies. Mais chez le diabétique, elles sont aux environs de 8,1. Et dans les études observationnelles, eh bien, il y en a beaucoup plus, puisqu'on est à 73% dans l'étude HAD qui a été faite par Kamlesh Kunti. Et dans cette étude donc de près de 30 000 ou 28 000 patients, qu'ils soient diabétiques de type 1 ou de type 2 de 24 pays différents, les taux d'hypoglycémie, qu'ils soient nocturnes, sévères, étaient plus élevés dans une étude observationnelle que quand on les surveille de près dans les essais cliniques où tout le monde est attentif et donc on fait moins d'hypoglycémie. Dans la vraie vie, eh bien, on en fait beaucoup plus et c'est le souci justement de la titration et c'est ça le frein de la titration, c'est la peur de l'hypoglycémie. Et la peur de l'hypoglycémie, comme on l'a vu, est perçue différemment par le médecin et par le patient. Alors, autant chez le médecin, il a une peur de l'hypoglycémie ou même il anticipe une peur de la survenue de l'hypoglycémie, eh bien, chez le patient, on voit qu'on a affaire à une peur également, mais ça impacte sur sa vie de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas affoler sa famille, il ne veut pas aboutir au pavillon des urgences, et donc tout ça, et comme on l'a vu aussi, ça a un coût. De téléphoner au médecin ou aller le voir, appeler l'ambulance, débarquer donc au pavillon des urgences, arrêter le travail le lendemain si l'hypoglycémie était profonde, le malade est à plat. Et donc tout ça, bon nous c'est la médecine gratuite, on calcule rien en fait, mais ça a été calculé, ça a un coût et tout ça c'est important pour la vie du patient diabétique sous insuline. Et donc la peur de l'hypoglycémie c'est un obstacle majeur. À l'initiation, rappelez-vous, on avait du mal à commencer l'insuline tellement le malade était réticent. Il disait encore, je vais faire des efforts et après on va voir, il a dérélé l'insuline, même si je suis très déséquilibrée. Et après l'initiation, c'était la titration. Il voyait que quand on augmentait la dose, il risquait d'avoir plus d'hypoglycémie. Et donc la crainte d'un nouvel épisode d'hypoglycémie
peut entraîner à la longue, de manière indirecte, une détérioration du contrôle, puisque si on n'augmente pas la dose d'insuline, on n'arrivera pas aux objectifs glycémiques. Donc on a une diminution du désir du patient pour un contrôle glycémique optimal, une baisse de la volonté d'intensifier le traitement, soit par le médecin, soit par le malade, au final une mauvaise observance des mesures hygiéno-diététiques, et puis à la fin une adhérence compromise pour la prise de ces mêmes médicaments. Donc tantôt il diminue la dose, tantôt il saute un peu, tantôt il n'en prend pas du tout. Les patients qui ont eu une hypoglycémie ont tendance, surtout le soir, à cibler un taux de glycémie nocturne plus élevé parce qu'ils ont peur que ça ne survienne la nuit, d'autant plus que quand ils dorment seuls ou que la personne à côté ne se réveille pas quand ils sont en nage ou quand ils tremblent, eh bien, il va dans une hypoglycémie encore plus profonde. Et à la longue, l'hypoglycémie est un facteur de risque de complications ultérieures liées à l'hyperglycémie. Donc, en pratique clinique, cette peur de l'hypoglycémie, c'est un obstacle courant tant à la titration optimale qu'à l'observance et à l'atteinte des objectifs de l'insuline. Alors, deuxième volet donc de notre présentation, c'est que le traitement à l'insuline, quand on le commence, on a deux phases. On a ce qu'on appelle la phase d'initiation et de titration, donc on donne et on augmente petit à petit en fonction des glycémies rapportées par le malade. Et cette période peut durer 8 à 12 semaines de début, donc après le début de l'insulinothérapie. Et puis après, il y a la période de maintenance, c'est la période d'entretien. Donc s'il est bien, eh ben, on garde ces doses-là, sauf s'il fait malheureusement un épisode d'hypoglycémie. Donc l'hypoglycémie, c'est une bonne raison pour titrer de manière prudente et donc ne pas faire vivre au patient un épisode qui serait qui lui ferait changer d'avis. Alors ça a été étudié dans cette étude donc par Didac Mauricio. La contrôle de la glycémie et l'hypoglycémie, ou du moins son coût chez les patients diabétiques de type 2 à l'initiation par une insuline basale. Dans cette étude, ils ont inclus 40 000 patients dans 5 pays européens et aux États-Unis. Et les épisodes d'hypoglycémie étaient identifiés, bien sûr, parce que maintenant tout est numérisé chez eux. L'Arcobalena, eh bien, ils ont pu avoir 40 000 réponses. Et donc là, on voit bien que, premièrement, la réponse au traitement 3 mois après le début de l'insuline basale est associée à un bon contrôle glycémique à plus long terme. Donc, il commence bien, il continue bien. L'hypoglycémie au cours des 3 premiers mois après le début de l'insuline basale est prédictive du risque d'hypoglycémie à long terme dans les 3 jusqu'à 2 ans après. Donc, s'il n'en fait pas, il en fera peut-être pas non plus tard, et s'il en fait au début, eh bien malheureusement, il en fera également un peu plus tard. Et l'arrêt précoce chez les patients commençant une insuline basale est significativement plus fréquent chez ceux qui ont vécu une hypoglycémie au cours de 6 premiers mois. C'est dire que les débuts sont déterminants pour l'observance de l'insulinothérapie. Alors, les besoins et défis non satisfaits, on sait que moins de 50% des diabétiques insulinotraités ont atteint leur cible. Malheureusement, avec tout ce qu'on a comme marque thérapeutique, on n'arrive pas à mettre tout le monde sous le parapluie du 7%, à cause justement des besoins et des défis qui ne sont pas satisfaits. D'abord, on a une nouvelle insuline, ça veut dire que c'est pas que les autres n'étaient pas bonnes, mais ça veut dire qu'on tend toujours à avoir mieux dans la pharmacocinétique et dans la pharmacodynamie, c'est-à-dire dans la cinétique d'action et dans la force de l'action de cette même insuline. Il ne faut pas qu'elle soit très variable pour qu'elle puisse être stable chez le patient. L'incidence de l'hypoglycémie a également de lourdes conséquences, que ce soit à court et à long terme. Et puis les défis comportementaux chez le patient, la peur de l'hypoglycémie et de la prise de poids qui a été souvent associée à l'insuline, qui n'est pas associée aux nouvelles molécules d'autres familles. Les doses sont sous-optimales, malheureusement souvent, et l'arrêt précoce du traitement. Alors, pourquoi donc a-t-on eu besoin d'innover? Si c'était aussi bien avec les anciennes insulines, pourquoi a-t-on eu besoin, au lieu d'aller vers les nouvelles molécules justement, pourquoi a-t-on eu besoin de faire mieux avec l'insuline? Eh bien parce que on veut toujours faire comme la nature le veut, comme le disait mon collègue, et on veut toujours mimer l'insulinosécrétion de base. Ici, on a la glycémie, ça c'est la glycémie de base, et puis à chaque repas, on le sait, on va augmenter. Eh bien l'insuline, elle suit
Alors l'objectif du traitement, c'est de faire ce que le pancréas défaillant ne fait plus et imiter la physiologie normale de l'insuline. Et donc, on veut mimer la pharmacocinétique et la pharmacodynamie du pancréas, c'est-à-dire une insuline plutôt plate pour qu'elle ne nous donne pas de surprise. Alors, on a avec cette insuline glargine U300, une fois qu'elle a été lancée, été dans un programme qu'on a appelé édition et qui groupe un nombre important d'études, à commencer par des diabétiques de type 2 sous Basal-Bolus qu'on a changé pour mettre sous glargine 300, des patients qui étaient sous insuline qu'on a switché de l'une à la nouvelle, des patients qui n'avaient jamais reçu, donc naïfs à l'insuline, qu'on a mis sous cette nouvelle insuline, et les Japonais, bien sûr, parce qu'ils supposent que eux, c'est une ethnie particulière, il leur faut leurs propres études, et aussi les diabétiques de type 1, on leur a fait également ils étaient sous Basal-Bolus et on les a mis sous un autre en comparant avec l'ancien et toujours une étude japonaise. Alors, pour ce qui est de l'efficacité, c'est vrai que c'est la même chose. La glargine 300 est aussi efficace que la glargine 100 et ça a été prouvé, que ce soit dans le diabète de type 1 ou dans le diabète de type 2. Ce n'était pas le but de prouver que la nouvelle est plus efficace que l'ancienne. Ben non, sinon elle nous donnerait beaucoup plus d'hypoglycémie. C'est parce qu'on veut le confort du patient. Et donc le contrôle glycémique était efficace et constant dans les études qui ont été faites. C'était pas notre but de les mettre dos à dos. Deuxièmement, c'est l'incidence et les taux d'hypoglycémie confirmés ou sévères étaient plus faibles dans le diabète de type 2, en particulier pendant l'importante période de titration, c'est-à-dire les 8 premières semaines. Et tous les essais ont montré un changement non inférieur de l'hémoglobine glyquée, donc on ne les a pas mis en compétition. On voit ici que dans le groupe glargine 300, que ce soit la nuit, donc de minuit à 6 heures du matin, il y a moins d'hypoglycémie du côté de la glargine 300. Et on voit également qu'à tout moment de la journée, on est plus en faveur de moins d'hypoglycémie avec la glargine 300. Donc on a une insuline aussi efficace que la précédente, mais moins nocive, c'est-à-dire qui donne moins d'hypoglycémie. Alors après, il y a eu, bien sûr, heureusement qu'il y a de la compétition, donc il y a le laboratoire qui a fait la glargine U300 et il y a eu l'autre laboratoire, Novo Nordisk, qui a fait l'insuline Degludec. Et alors, pour pouvoir donc se comparer, il y a eu l'étude Bright. C'est le premier essai qui a comparé l'efficacité et l'innocuité, disons la sécurité, de l'une avec l'autre chez des patients diabétiques de type 2 naïfs à l'insuline. On voit bien ici que sur les courbes, elles sont toutes aussi efficaces, toutes les deux, et elles donnent à peu près la même diminution sur l'hémoglobine glyquée. Sauf qu'il y a une période particulière qui les différencie un petit peu, c'est que l'incidence et les taux étaient plus faibles d'hypoglycémie avec la glargine 300 pendant la période de titration. Que ce soit à tout moment de la journée, donc moins de 70 et moins de 0,54, que ce soit nocturne, on avait également moins d'hypoglycémie pendant la période de titration et donc on était en faveur un petit peu avec cette déviation vers la glargine U300. Alors, les avantages cliniques d'un profil pharmacocinétique et pharmacodynamique optimal. Les caractéristiques idéales seraient une durée d'action plus longue, comme ça au moins on tient la journée, voire même plus, au-delà donc de 24 heures, ce qui nous permettrait une injection par jour et une certaine flexibilité de l'horaire d'injection. Si on oublie 1 heure ou 2 heures, on peut se rattraper, c'est quand même pas une pilule. Et puis, il y a un profil pharmacocinétique, pharmacodynamique plus plat, donc ça nous donnerait, outre la flexibilité, un faible risque d'hypoglycémie, et puis une faible variabilité, si possible une action plate, qui nous permettrait de titrer facilement sans entraîner des hypoglycémies. Alors, la pharmacocinétique et la pharmacodynamie de ces deux insulines a été comparée. Quel a été le résultat? Eh bien, dans la première étude, on a fait un clamp par Bailey avec une dose fixe de 0,4 unités par kilo dans l'insuline glargine et on a fait ça pendant 24 heures et on a comparé avec l'insuline Degludec. On voit ici que la courbe est plutôt plate et ici, aussi, également, elle est presque aussi plate, sauf avec une petite élévation vers les 10 heures. Donc, l'exposition des deux insulines était mesurable jusqu'à la fin du clamp. Alors, les deux études, avec des conclusions opposées,
ont été avancés. Et c'est vrai que tout à l'heure, peut-être mon collègue va avancer des avantages de l'insuline Degludex, ce qui est tout à fait normal. Donc les uns disent que la leur est meilleure et les autres disent que la leur est meilleure, donc alors on a été obligé donc de comparer ces études sans que ce soit par le laboratoire lui-même, et ça a été une bonne idée faite par les Italiens. Donc Lucidi a comparé la Glargine 300 avec la Degludex 100 sur le côté pharmacocinétique, pharmacodynamique, avec des doses non pas fixes de 0,4, mais individualisées chez le diabétique de type 1. Donc c'est une étude multicentrique randomisée qui a comparé les deux avec 2 périodes. On a pris comme critère principal démontrer l'équivalence de l'air sous la courbe et du débit de perfusion de glucose, c'est-à-dire qu'il a fallu autant de glucose pour l'un et pour l'autre des groupes pour rester en euglycémie. Et donc, on a fait cette étude qui a montré les résultats suivants. On a ici, donc, on a une courbe ici de la Glargine U300 et la courbe au-dessus de la Degludex. Le profil d'insuline de la Glargine 300 est plat et réparti uniformément sur les 24 heures avec une faible variabilité durant la journée intrajournalière de moins de 23%. Ensuite, on a en dessous le débit de perfusion de glucose. Ça montre que le débit de perfusion de glucose de la Glargine présente une durée d'action longue et similaire. Donc, elles sont presque superposées, donc il a fallu la même chose pour obtenir le glycémie. Il y a une petite différence quand même, c'est que la dose de Glargine 300 était plus élevée versus la Degludex 100 en raison de sa biodisponibilité dans le tissu sous-cutané une fois injecté, etc. La variabilité glycémique, on voit bien que c'est à peu près la même. Elle a été étudiée dans l'étude InRange, c'est avec des CGM, donc on a eu des tracés très précis. L'étude Bright dont on a parlé tout à l'heure, et on voit bien qu'il y a une variabilité similaire des deux, et donc il n'y a pas de risque possible. Alors, la Glargine 300 dans les situations particulières, c'est-à-dire dans des populations particulières, d'abord chez les insuffisants rénaux. On va prendre une étude qui a été faite donc à TOS, malheureusement à laquelle on n'a pas pu participer. La TOS rénale a montré l'amélioration du contrôle glycémique sur 1 an après qu'on ait commencé, donc initiation par la Glargine 300 chez le diabétique de type 2, et on a comparé un groupe qui avait une insuffisance rénale avec un groupe qui n'en avait pas. Et on a constaté que les réductions de l'hémoglobine glyquée, de la glycémie à jeun et de la glycémie capillaire étaient à peu près pareilles dans le groupe avec insuffisance rénale et dans le groupe sans insuffisance rénale. Donc, qu'il y ait ou non l'insuffisance rénale ou un trouble de l'atteinte de la fonction rénale, on voit bien qu'on améliore les hémoglobines glyquées dans les 2 catégories de patients. Et là, à résultat similaire d'amélioration d'hémoglobine glyquée, on a eu également une incidence globale des hypoglycémies qui était faible au 6e et au 12e mois. Et donc, ce n'est pas parce qu'on améliore l'hémoglobine glyquée qu'avec cette insuline, on va faire plus d'hypoglycémie, bien au contraire. Le sujet âgé maintenant, le senior. L'étude s'appelle Senior Study et elle analyse l'efficacité comparable avec des taux plus faibles d'hypoglycémie symptomatique avec la Glargine 300 en comparaison avec celle de référence, donc la Glargine 100. Et on voit ici que ce soit des sujets de moins de 65 ans ou de plus de 75 ans, on voit bien qu'on fait moins d'hypoglycémie avec de la nouvelle insuline. Donc, moins d'hypoglycémie chez un sujet âgé, c'est moins de vertige, moins de chute, on ne sait où, moins de fractures de col du fémur, etc. Donc, c'est encore une fois une insuline qui est sûre pour le sujet âgé. Dernier événement, bon, même s'il est passé, Ramadan. Alors, l'étude avec la Glargine 300 s'est appelée Orion. Alors, la plupart des participants ont jeûné pendant toute la période du Ramadan. On voit ici que donc la période, 85% des diabétiques qui étaient donc sous Glargine 300 ont jeûné. Ça a permis donc d'analyser sur 493 patients évalués. On a pu voir est-ce qu'avec cette insuline, ils font plus d'hypoglycémie? Eh bien non, puisque pendant le Ramadan, ils n'ont fait que 2,6%, c'est-à-dire 13 hypoglycémies,
et donc ça ne donne pas particulièrement plus d'hypoglycémie, même chez un sujet jeûneur. L'activité physique maintenant chez le diabétique de type 1, est-ce que le confort avec cette insuline est tel qu'un sujet diabétique de type 1 peut même faire du sport sans se soucier vraiment s'il va faire une hypoglycémie ou non, comme il le faisait avec l'insuline précédente. Et bien évidemment, pourquoi? Parce que l'activité physique chez le diabétique de type 1 améliore la condition physique et la force, elle réduit les besoins en insuline puisqu'il consomme du glucose, donc il aura besoin de moins d'insuline, donc il va moins prendre du poids puisqu'il prendra moins d'insuline. Elle réduit les facteurs de risque cardiovasculaire puisqu'il va augmenter donc son activité cardiaque. Ce qui s'associe également avec un bon contrôle à moins de complications microvasculaires, de complications cardiovasculaires et au final de mortalité. Et puis le patient diabétique de type 1 jeune sous basal bolus, il va se sentir comme un être normal, c'est-à-dire il vit sa jeunesse, il fait son sport et il vit normalement. Sauf que les obstacles à l'activité physique en général, et ça a été fait suite à un sondage chez 100 diabétiques de type 1, c'est bien évidemment, il a peur de l'hypoglycémie. Parfois, il invoque les facteurs, l'horaire de travail. Il dit, je peux pas, il faut que je quitte le travail pour aller faire du sport, etc. Parfois, c'est la perte du contrôle sur le diabète. Il vous dit déjà que j'ai du mal à m'équilibrer sans activité physique. Je vais aller faire de l'activité physique. Après, peut-être que je vais devoir me resucrer, donc je vais augmenter ma glycémie. Donc, il essaye de ne pas faire. Et puis, le faible niveau de forme physique chez certains qui vous disent, moi, je suis pas assez musclé, de toute façon, je suis pas un sportif, donc c'est pas la peine que je mette ça dans mon activité. Donc, les facteurs associés à ces obstacles, comprenez souvent une mauvaise compréhension de la pharmacocinétique de l'insuline et des stratégies de prévention de l'hypoglycémie. Et ça, c'est le rôle de l'éducation thérapeutique. Et donc, c'est important d'inclure le patient dans la prise en charge de son traitement. Et ça a été étudié par cette étude qu'on a appelée l'Ultraflexi 1, qui a prévu donc des journées d'exercice pour analyser des résultats. Alors, c'est très simple, comme vous le voyez ici sur le schéma. On a demandé à des patients diabétiques de faire de l'exercice, mais pas préalablement prévu, donc spontané. Comme ça, ils modifient rien à leurs habitudes. Mais regarde, demain, je vais faire du sport, donc je vais manger plus, comme ça, je vais pas faire d'hypo, ou là, je vais diminuer ma dose d'insuline, etc. Non. Alors, on prenait les malades le matin, ils se réveillent, il prend donc son petit déjeuner, il fait son insuline rapide, parce qu'il a pris son petit déjeuner, et puis hop, les investigateurs l'appellent. Alors, aujourd'hui, tu vas faire de l'exercice en fin de journée, et puis, on a fait 2 groupes, ceux à qui on lui dit, tu vas faire de l'exercice, tu vas garder la même dose que d'habitude, et un autre groupe, tu vas faire de l'exercice, mais tu vas faire 75% de la dose. Comme ça, on va voir, est-ce qu'il faut diminuer vraiment la dose pendant le jour de l'exercice. Après, il continue sa journée normale, il déjeune, il fait son insuline rapide du déjeuner, il peut même prendre un encas l'après-midi, et puis hop, il fait son exercice physique. Et le rôle donc de cette étude, c'était de calculer, parce qu'ils ont des CGM, le temps passé en hypoglycémie. Donc le taux below range, en dessous de 70 mg, au cours des 6 premières heures des 24 heures, la phase post-exercice, et on compare ceux qui ont pris 100% de la dose avec ceux qui ont pris 75% de la dose. Et donc, on fait des analyses. Après, les secondaires, c'est le time in range, le time above range, etc. Donc, on analyse tout. Mais le plus important, c'était de savoir, est-ce qu'avec cette insuline, il va faire plus d'hypoglycémie? Alors, le critère de jugement principal, donc, c'était, est-ce qu'il fait plus d'hypoglycémie à moins 0,70 dans les 24 heures post-exercice? Et on compare, ici, la glargine 300 avec l'insuline dégludex 100. Et on s'aperçoit qu'il y a une différence significative entre les deux, puisque un time below range était plus faible avec la glargine 300 versus la dégludex 100 à la dose totale de 100%. Donc, quand il prend toute la dose, il risque moins de faire des hypoglycémies avec l'insuline glargine 100. Et puis, l'utilisation de 100% ou de 75% de la dose de glargine n'a pas changé, et ici, on le voit, le taux below range, c'est-à-dire qu'ils prennent 100% ou 75%, c'est pareil, il ne fera pas plus d'hypoglycémie, et puis aucun événement hypoglycémique grave n'est survenu au cours de l'essai, donc c'était bien contrôlé.
Qu'est-ce qu'on peut prendre donc avec nous comme message, comme le take-home message, comme diraient les anglo-saxons? La glargine U300 possède un profil stable avec moins de variabilité pharmacodynamique intrajournalière. Pourquoi? Parce que c'était un clump de 24 heures, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe au-delà, donc c'est intrajournalière. La glargine U300 a une meilleure stabilité glycémique après optimisation de la dose. Elle entraîne moins d'incidence et de taux d'hypoglycémie confirmés à tout moment et durant la nuit pendant la période de titration. Et l'hypoglycémie au cours des 3 premiers mois suivant l'initiation de l'insuline basale, comme on l'a dit, est prédictive du risque d'hypoglycémie à long terme. Et les résultats des études soutiennent l'efficacité de la glargine U300 dans un contexte de vraie vie et sont cohérents avec les données des essais cliniques et d'autres études de vraie vie sur la glargine U300. Et donc, la même efficacité, la même sécurité est obtenue dans les populations et les situations particulières. Les insuffisants rénaux, les sujets âgés, la période du ramadan, etc. Donc, on va probablement, Inch'Allah, avoir entre les mains une insuline tout aussi efficace que la précédente, mais beaucoup plus sûre. Et je vous remercie.